Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, en Syrie, pour la première fois depuis 5 ans, une trêve d'une ampleur inédite est entrée en vigueur ce samedi à minuit. Des incidents ont toutefois été signalés, notamment à Hama, où 2 soldats ont péri dans l'explosion d'une voiture piégée. L'ambassadeur d'Arabie rencontre Saad Hariri à sa résidence au centre-ville de Beyrouth, alors que la campagne pour la signature de la pétition de solidarité avec le royaume saoudien se poursuit. Les ministres des Finances du G20 et les patrons des banques centrales réunis à Shanghai au cœur des débats, comment soutenir la croissance de l'économie mondiale. Je vous le disais en titre, en Syrie, pour la première fois depuis 5 ans, une trêve d'une ampleur inédite est entrée en vigueur ce samedi à minuit. 1 heure avant le cessez-le-feu, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui entérine l'accord américano-russe de cessation des hostilités et exige son application par toutes les parties prenantes. Le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, a annoncé ce vendredi soir son intention de convoquer pour le 7 mars une nouvelle session de négociation de paix. Les explications de Cédric Ferreira. Une résolution adoptée à l'unanimité. Sans surprise, le Conseil de sécurité de l'ONU a entériné l'accord américano-russe de cessation des hostilités en Syrie. Staffan de Mistura, l'émissaire spécial des Nations Unies, veut relancer les pourparlers de paix à Genève. À condition que la cessation des hostilités tienne globalement et que l'accès humanitaire soit maintenu, j'ai l'intention de convoquer à nouveau des discussions intersyriennes le lundi 7 mars. Le cessez-le-feu a été accepté par les parties les plus importantes impliquées dans le conflit. L'organisation État islamique et le Front al-Nosra sont quant à eux exclus de l'accord. Le régime syrien et son allié russe ont indiqué qu'ils continueraient de bombarder les groupes djihadistes pendant la trêve, ce qui provoque un certain scepticisme du côté américain. Il est difficile de se dire sincère à propos d'une cessation des hostilités quand on intensifie les combats jusqu'à la dernière minute. Côté russe, le vice-ministre des Affaires étrangères insiste, lui, sur l'importance d'une trêve en Syrie. Nous avons maintenant une vraie chance de mettre fin à la violence et d'intensifier notre combat collectif contre le terrorisme. Une nouvelle réunion de la Task Force sur la Syrie aura lieu ce samedi à Genève pour évaluer le respect du cessez-le-feu après son entrée en vigueur. Ils sont venus pour signer la pétition de solidarité avec l'Arabie Saoudite. Une campagne menée par le Courant du Futur se tient à Beyrouth et dans plusieurs villes du Liban. Le chef du Courant du Futur, Saad Hariri, a appelé cette semaine tous les Libanais à signer ce document afin de préserver l'intérêt supérieur du pays, membre fondateur de la Ligue arabe, et rejeter les campagnes qui écornent l'image du Liban et nuisent à ses relations fraternelles avec le royaume saoudien et les États membres du Conseil de coopération du Golfe. Et l'ambassadeur d'Arabie Ali Awad Assiri a d'ailleurs rencontré aujourd'hui Saad Hariri à sa résidence au centre-ville de Beyrouth. L'occasion pour les 2 hommes de passer en revue les derniers développements au Liban et dans la région, mais aussi les relations bilatérales entre Beyrouth et Riyad et les moyens de les consolider. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien. Dans le reste de l'actualité locale, la commission ministérielle chargée du dossier de la crise des déchets se réunit ce samedi au Grand Sérail sous la présidence du Premier ministre Tamam Salam. L'exportation des déchets qui était envisagée par le gouvernement est finalement tombée à l'eau. L'État se penche à nouveau sur l'option des décharges sanitaires. Alors que la crise qui a commencé le 17 juillet se poursuit. En marge, vous le voyez, le collectif de la société civile Vous Puez a organisé un sit-in devant l'enceinte du Parlement au centre-ville. Les activistes entendaient marquer l'anniversaire de la propagation du mandat des députés décidé il y a 1000 jours. Et vous le voyez donc sur ces images, cette distribution de faux billets de 1000 livres symboliques. Sur le port du Pirée à Athènes maintenant, les réfugiés sont venus recevoir de la nourriture, de l'eau, des couvertures. Les autorités ont aussi ouvert un centre où principalement des mères et des enfants peuvent se reposer. Mais les migrants ne pourront pas rester ici indéfiniment. Une partie de la population commence d'ailleurs à s'inquiéter d'en voir s'installer jusque dans le centre-ville. D'autant que rien ne garantit que les nouveaux venus partiront un jour vers une autre destination. La fermeture des frontières entre la Grèce et la Macédoine n'a pas dissuadé des milliers de réfugiés à débarquer sur le port du Pirée. Athènes espère que des solutions seront trouvées lors du sommet UE-Turquie du 7 mars prochain.
En Iran, le camp réformateur et modéré du président Rouhani garde bon espoir d'obtenir la majorité au Parlement, ainsi qu'au sein de l'Assemblée des experts qui désigne le guide suprême. Les électeurs de tout le pays étaient appelés aux urnes pour un double scrutin ce vendredi. Le dépouillement est en cours et le taux de participation, encore provisoire, a été rendu public aujourd'hui. Il s'élève à environ 60%. Pour l'heure, aucune tendance ne se dégage clairement. Un second tour pourrait avoir lieu dans certaines grandes villes du pays, selon le ministère iranien de l'Intérieur. Il faudra plusieurs jours pour parvenir à des résultats définitifs, notamment à Téhéran. Et ces résultats donc devront être confirmés par le puissant Conseil des gardiens de la Constitution. Micro-trottoir à Téhéran. Je souhaite que la situation économique du pays s'améliore. Ils doivent écouter la voix du peuple. C'est bien d'accéder à des hautes fonctions, mais il faut aussi s'enquérir de ses obligations. Il faut écouter les besoins de la population et en faire une priorité. Avant, il y avait la volonté chez les conservateurs d'un bras de fer avec l'Occident. Mais maintenant, ils réalisent que cela créerait trop de problèmes. Ils réalisent désormais qu'ils ont besoin d'avancer, notamment au travers d'élections, et aussi d'un processus démocratique. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info en France, à un peu plus d'un an d'élection présidentielle, c'est un rendez-vous incontournable. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce samedi à Paris. Le président François Hollande a été très chahuté dans un contexte de crise profonde du secteur agricole français. Un incident a eu lieu sur le stand du ministère de l'Agriculture, contraignant la police à intervenir. Le récit de Valériane Gauthier. Un président hué, des sifflets accompagnés d'insultes et d'appels à la démission. Démission ! François Hollande inaugure le salon de l'agriculture dans un climat tendu. Face à la colère d'une profession au bord de l'asphyxie, le chef de l'État tente de trouver les mots. Pourquoi vous nous laissez tomber comme ça? On ne laisse pas tomber, sinon on ne serait pas là. Si je suis venu dans le salon, c'est pas pour simplement consommer des produits, c'est pas pour faire un tour, c'est pas pour me produire, c'est pas pour préparer une échéance. Si je suis venu dans le salon, c'est pour entendre, y compris des cris, qui étaient des cris de douleur, qui étaient des cris de souffrance, qui pouvaient aller au-delà même. Mais pour non pas me conduire à agir, pour agir avec l'appui de tous ces agriculteurs. Il y a des pressions qu'il faut exercer ici en France, sur la grande distribution. Une loi a été votée il y a quelques années et elle doit être revue. Des promesses qui, pour la majorité des agriculteurs, ne suffisent pas. Il fait entre guillemets son boulot, il vient visiter, on essaie de lui faire passer un message. Après, quelles répercussions ça peut avoir à mon avis, pas grand-chose. Nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir vivre de notre travail et non pas avec des aides. Un peu plus tard dans la matinée, des heurts violentes éclataient. Le stand du ministère de l'Agriculture a été saccagé par des manifestants. Les CRS ont dû intervenir pour les maîtriser. Les ministres des Finances du G20 et les patrons des banques centrales réunis à Shanghai. Au cœur des débats, comment soutenir la croissance de l'économie mondiale. Dans un projet de communiqué, les argentiers appellent à utiliser tous les outils, politique monétaire, mais aussi relance budgétaire et réformes structurelles. Le G20 et notamment la Chine s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par ailleurs, pour le G20, les récentes turbulences sur les marchés ne reflètent pas les fondamentaux de l'économie mondiale, mais sont des réactions excessives aux inquiétudes économiques. Pour ne pas exacerber l'angoisse générale, les argentiers des grandes puissances appellent à ne pas procéder à des dévaluations de devises compétitives. Une allusion à la Chine qui a déprécié le yuan pour fouetter son économie. Il y a un an, le 27 février 2015, l'ancien Premier ministre russe Boris Nemtsov était abattu de 4 balles dans le dos sur un pont en face du Kremlin. Beaucoup de Russes se sont donné rendez-vous ce samedi à Moscou dans les rues pour rendre hommage à l'opposant. Physicien de formation, réformateur et successeur pressenti de Boris Yeltsin. Il était notamment le lien entre la Russie et l'Ukraine, militant pour que la paix puisse réellement s'imposer dans cet État.
Fin décembre, la police russe a pour la première fois nommé le commanditaire présumé du meurtre de Boris Nemtsov, Zahour Dadaev, un ancien soldat qui a combattu en Tchétchénie. Mais les proches de l'opposant estiment qu'il ne s'agit que d'un bouc émissaire. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Afghanistan frappé par 2 attaques suicides ce samedi. L'attentat commis à Kaboul, revendiqué par les talibans près du ministère afghan de la Défense, a tué 9 personnes et en a blessé 13 autres. À Kunat, une province instable de l'État de l'Est du pays, et bien le kamikaze était à moto lorsqu'il s'est fait exploser près d'un marché. La 41e cérémonie des Césars, Fatima, l'histoire d'une femme de ménage sacrée meilleur film et meilleur acteur pour Vincent Lindon dans La loi du marché, critique réaliste de la société dite de consommation. Retour sur une cérémonie riche en émotions pour le cinéma avec Marco Pope. César du meilleur film est attribué à Fatima. C'est la surprise de ce palmarès 2016. Le film de Philippe Faucon a fait l'unanimité. L'histoire brosse le portrait d'une femme de ménage maghrébine immigrée en France et qui lutte pour élever ses 2 filles. Fatima remporte également le prix de la meilleure adaptation et du meilleur espoir féminin. Le parti pris que j'ai eu, moi, ça a été de faire en sorte de permettre le meilleur et le plus beau jeu possible. C'est-à-dire que c'est une mise en scène qui est fondée sur un principe de simplicité en effet des plans. Autre grand gagnant de la soirée, Mustang de la franco-turque Denise Gamze-Erguven. Cette ode à la liberté retrace l'histoire de 5 sœurs adolescentes que l'on veut marier de force et qui luttent pour leur émancipation. Le film, qui représentera la France aux Oscars dimanche soir, a été élu meilleur premier film, meilleur scénario, meilleur montage et meilleure musique. Plusieurs fois nommé, mais jusqu'ici jamais récompensé, Vincent Lindon a reçu le César du meilleur acteur pour son rôle de chômeur humilié dans La loi du marché de Stéphane Brisé. Un rôle qui lui avait déjà valu le prix d'interprétation à Cannes. Chez les femmes, c'est Catherine Fro qui a été récompensée. Elle incarne dans Marguerite une diva à la voix de casserole. C'est amusant de chanter faux pour une actrice, hein. C'est très drôle. Hein. Oui, c'est drôle, il suffit de brailler un bon coup et ça va. Hein. Comme chaque année, l'Académie a aussi remis un César d'honneur à une star hollywoodienne, en la présence de Michael Douglas. C'était très impressionnant ce soir de voir le nombre de femmes qui ont gagné des Césars. Pour le montage, la mise en scène. Comme vous le savez, nous avons une polémique à l'Académie à ce sujet, notamment à propos du manque de femmes, du manque de reconnaissance pour les femmes. Si un large éventail de films a été récompensé, certains sont repartis bredouille. C'est le cas de Dipan de Jacques Audiard, pourtant sacré Palme d'Or du dernier festival de Cannes. C'est un soutien de poids que vient de recevoir Donald Trump dans la primaire républicaine, celui du charismatique et modéré Chris Christie. Les explications de Julie Chouteau. Chris Christie ovationné par les partisans de Donald Trump. Il y a 2 semaines, il se retirait de la course à l'investiture. Vendredi soir, il se rallie au leader des sondages. Le Parti républicain a besoin d'un leader qui s'assurera qu'Hillary Clinton ne s'approche jamais à moins de 10 km de la Maison-Blanche. Et Donald Trump est cet homme. Avec ce ralliement, Donald Trump frappe un grand coup. Chris Christie, le gouverneur du New Jersey, est le premier poids lourd républicain à soutenir le milliardaire. Les 2 hommes avaient officialisé leur entente un peu plus tôt au Texas. Chris, thank you. We love you, man. Avec déjà 3 victoires aux primaires, New Hampshire, Caroline du Sud et Nevada, Donald Trump crée la surprise à l'extérieur et même à l'intérieur de son propre parti. Je pense qu'il y a beaucoup de républicains qui sont très inquiets à l'idée de voir Donald Trump président, à tel point qu'il pourrait tenter de saboter sa campagne lors de l'élection présidentielle. De leur côté, Ted Cruz et Marco Rubio tentent de rattraper leur retard sur Donald Trump. Ces derniers jours, ils ont multiplié les attaques contre le milliardaire. Donald Trump a plus de 20 points d'avance sur ses concurrents dans les sondages. Et les bureaux de vote ont ouvert un peu plus tôt dans la journée aujourd'hui pour les primaires démocrates aux États-Unis. Tout de suite, le rappel des titres. Vous le voyez, en Syrie, pour la première fois depuis 5 ans, une trêve d'une ampleur inédite est entrée en vigueur. Des incidents ont toutefois été signalés, notamment à Hama, où 2 soldats ont péri dans l'explosion d'une voiture piégée. L'ambassadeur d'Arabie rencontre Saad Hariri à sa résidence au centre-ville de Beyrouth, alors que la campagne pour la signature de la pétition de solidarité avec le Royaume se poursuit. Et les ministres des Finances du G20 et les patrons des banques centrales réunis à Shanghai au cœur des débats, comment soutenir la croissance de l'économie mondiale.
Merci de votre attention. L'info continue sur Futur TV et futurtvnetwork.com en français, en anglais, en arabe, mais aussi en arménien. Bon week-end. من السطو على الجمهورية اللبنانية لا بترهيب السلاح ولا بإرهاب التطرف